Pendant longtemps, la K-beauty a été perçue comme une tendance, une succession de routines, de produits, d'images devenues virales à travers le monde. Mais réduire la K-beauty à une simple mode, c'est passer à côté de l'essentiel. Car derrière les sérums, les masques et les codes visuels ultra contemporains Waouh! se cache une histoire bien plus ancienne. Une histoire qui traverse les siècles, les bouleversements politiques, les influences étrangères, les mutations sociales et qui raconte au fond bien plus qu'un simple rapport à l'apparence. En Corée, la beauté ne se limite pas à l'esthétique. Elle engage une manière de penser le corps, le soin, la morale, le statut social et même l'identité. Pour comprendre ce que la K-beauty est devenue aujourd'hui, il faut remonter bien avant les idoles, les dramas et les campagnes cosmétiques mondiales. Revenir à une époque où la beauté ne se montrait presque pas, à la fin de l'ère Joseon. À cette période, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, les femmes de la haute société sont largement soustraites au regard. Elles vivent dans des espaces séparés à l'intérieur de la maison et apparaissent très peu dans l'espace public. Comme si la beauté existait, sans jamais vraiment être destinée à être vue. Une beauté contenue, façonnée par les valeurs néo-confucéennes, retenue, pudeur, discipline et élégance discrète. Et pourtant, c'est aussi à cette époque qu'émerge une autre manière de représenter la beauté. Peu à peu, les femmes apparaissent dans des scènes de la vie quotidienne, des moments de loisirs, des rencontres, des instants saisis presque en secret. Dans ce mouvement, un regard se détache, celui du peintre Jin Jun-bok. À rebours des représentations morales dominantes, il peint la vie telle qu'elle se joue dans les interactions, les gestes, les relations. Son regard est singulier. Il montre des femmes élégantes, individualisées, parfois désirantes, loin des figures figées de la vertu. Parmi elles, les Guissins occupent une place particulière. Courtisanes cultivées, marginalisées socialement, mais aussi admirées par leur esprit, leur style et leur liberté relative. Leur apparence tranche avec celle des femmes dites vertueuses, maquillage plus visible, coiffure sophistiquée, vêtements colorés. À travers elles, une autre beauté se dessine, plus expressive, plus théâtrale, parfois transgressive. Cet héritage visuel ne disparaît pas. Il se transforme et continue de circuler. Parfois, cette transmission devient presque littérale. Des artistes et créateurs contemporains réinterprètent directement ces images du passé. C'est le cas de Lee Myung-hee, qui s'inspire notamment des peintures de Jin Yong-bok. À partir de ces représentations, elle recrée des hanboks prolongeant dans le textile ce qui existait déjà dans l'image. Le geste change, le contexte aussi, mais les formes, les volumes, les lignes, eux, persistent. Comme si la beauté traversait le temps, en changeant simplement de support, de l'image au corps. On en retrouve encore les traces aujourd'hui dans la photographie, la mode, le cinéma, les manhwas et les webtoons, et jusque dans certains visages idéalisés de la culture populaire coréenne contemporaine. Mais l'histoire de la beauté coréenne ne se limite pas à ce que l'on voit, elle se joue aussi dans les gestes, dans les rituels, dans les matières et dans les savoirs transmis. La beauté coréenne contemporaine est souvent associée à des routines longues et minutieuses. Or, cette attention aux soins du corps, à la peau, aux cheveux, aux parfums ou à la toilette s'inscrit dans une tradition bien plus ancienne. Dès la fin du XVe siècle, des manuels destinés aux femmes décrivent déjà ces pratiques quotidiennes. À l'époque, elles relèvent autant de l'hygiène que de la morale. Dans la Corée prémoderne, prendre soin de soi ne signifie pas seulement embellir son apparence. Cela signifie aussi préserver l'équilibre du corps, respecter les convenances, cultiver une certaine harmonie intérieure. Ce lien entre beauté et santé apparaît clairement dans le Donhibogam, l'un des grands traités médicaux de l'époque Joseon compilés au début du XVIIe siècle. On y retrouve des remèdes, des préparations à base de plantes, des conseils d'hygiène de vie et de soins. La cosmétique n'est pas séparée de la médecine, elle en prolonge parfois la logique. Les cheveux, eux aussi, occupent une place essentielle. La chevelure est bien plus qu'un simple détail esthétique. Elle est un marqueur de statut, d'âge, d'identité. Dans la société Joseon, en prendre soin relève à la fois du rituel quotidien et de la morale.
Le corps étant reçu des parents, il doit être préservé, les cheveux aussi. On les entretient avec des huiles, des peignes, des épingles et des rubans. Des gestes répétés, démêlés, lissés, noués, tressés, qui rythment la toilette autant qu'ils traduisent une forme d'harmonie intérieure. Et les coiffures elles-mêmes parlent. Chignon pour les femmes mariées, natte pour les jeunes filles. Elles racontent l'âge, la condition, l'étape de vie. À travers ces pratiques se dessine une véritable culture matérielle du soin. Les gestes quotidiens aux premières formes de production cosmétique plus industrialisées au tournant du XXe siècle. Un équilibre construit dans le temps. Et soudain, la rupture. Au XXe siècle, la Corée est traversée par les occupations, les guerres, les divisions, les reconstructions. Et avec ces bouleversements, les canons de beauté changent eux aussi. À partir des années 1920, sous l'effet combiné de l'occupation japonaise et de la circulation croissante de modèles étrangers, de nouvelles figures apparaissent. Celle de la femme moderne, aux cheveux courts, à la silhouette occidentalisée, visible dans les magazines, la photographie et même le cinéma. Les références anciennes ne disparaissent pas, mais elles cohabitent désormais avec d'autres aspirations. Après la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Corée, l'influence américaine s'intensifie dans un pays divisé et profondément fragilisé. Dans les arts, la rue ou la publicité, la beauté devient un terrain de tension entre tradition et modernité, entre héritage local et modèle importé. Peu à peu, une nouvelle identité visuelle coréenne se construit, ni totalement occidentale, ni strictement traditionnelle. Une identité hybride en négociation permanente. C'est dans ce contexte de transformation puis de croissance accélérée de la Corée du Sud, à la fin du XXe siècle, qu'émerge ce que le monde appellera plus tard la K-beauty. À partir des années 1990, puis surtout des années 2010, la vague coréenne s'impose à l'échelle mondiale. K-pop, K-drama, cinéma, mode, cosmétique, tout un imaginaire circule ensemble. La K-beauty ne désigne plus seulement des produits. Elle devient une culture visuelle complète portée par des célébrités, des récits, des mises en scène du visage, du corps et du soin. Les idoles, les acteurs, les égéries cosmétiques incarnent alors une beauté exemplaire, extrêmement travaillée, parfois codifiée jusqu'à l'extrême. Police, traits harmonieux, apparence contrôlée, style impeccable. La beauté devient un langage social central. Mais derrière cette réussite mondiale, il existe aussi une tension. En Corée du Sud, aujourd'hui, l'apparence peut devenir une injonction. Le corps, la peau, le poids, tout est observé, commenté, évalué. Une pression bien réelle dont on parle de plus en plus. Et c'est précisément dans cette tension que le phénomène prend tout son sens. La K-beauty n'est pas seulement un modèle à admirer ou à consommer, c'est aussi un miroir. Un miroir qui reflète les aspirations, les héritages, mais aussi les contradictions et les transformations profondes de la société coréenne. Mais face à cette diffusion mondiale, une question revient souvent. Les produits coréens sont-ils réellement meilleurs que ceux développés en Europe ou en Occident ? La réponse est moins simple qu'il n'y paraît, car au-delà des formules et des ingrédients, ce sont deux manières de penser la peau qui s'opposent, ou plutôt qui se complètent. D'un côté, la K-beauty s'inscrit dans une logique de prévention. Elle cherche à maintenir l'équilibre de la peau, à renforcer sa barrière, à limiter les agressions invisibles du quotidien. Les textures sont légères, les actifs souvent plus doux, les routines pensées pour s'adapter dans le temps. De l'autre, les produits de soins occidentaux se sont historiquement construits autour du traitement. Ils ciblent des problèmes précis, l'acné, les rides, les taches, avec des actifs plus concentrés, plus rapides, parfois plus agressifs. Dès 7 jours, éclat immédiat, pores et ridules atténués, la peau paraît plus jeune. Deux approches différentes donc, mais aucune n'est en réalité supérieure à l'autre. Car sur le terrain, leurs forces ne sont pas les mêmes. Les produits coréens excellent dans l'hydratation, la réparation et la tolérance sur le long terme. Ils accompagnent la peau, la stabilisent, la protègent. Les produits occidentaux, eux, restent souvent plus efficaces pour obtenir des résultats visibles rapidement. Ils corrigent, transforment, accélèrent. Et c'est peut-être là que se joue l'évolution actuelle. Aujourd'hui, les routines les plus avancées ne choisissent plus entre ces deux modèles. Elles les combinent. Elles utilisent la douceur et la régularité d'un côté, la puissance et la précision de l'autre.
Comme si au fond, la K-Beauty n'avait pas vocation à remplacer les autres approches, mais à les rééquilibrer. Au fond, raconter l'histoire de la K-Beauty, ce n'est pas seulement parler de cosmétiques, c'est raconter comment une société a pensé la beauté, l'a disciplinée, transformée, exportée et sans cesse réinventée. Et aujourd'hui, cette histoire continue, mais sous une forme nouvelle. Car, derrière les produits vedettes et les routines simplifiées et les tendances qui circulent sur les réseaux, la K-Beauty évolue encore. Elle s'éloigne peu à peu des logiques de perfection immédiate. On ne parle plus simplement d'avoir une peau parfaite, on parle de la préserver. De renforcer sa barrière, de comprendre son fonctionnement, de ralentir son vieillissement plutôt que de tenter de l'effacer. Les ingrédients eux-mêmes racontent ce changement. Probiotiques, céramides, peptides, actifs régénératifs. Autant de termes qui rapprochent désormais la cosmétique du champ médical. Comme si, au fond, la beauté coréenne revenait à l'une de ses idées les plus anciennes, prendre soin du corps, non pas pour le transformer, mais pour maintenir son équilibre. Et c'est peut-être là que se joue le véritable basculement. Dans un monde obsédé par la rapidité, l'instantanéité et la correction, la K-Beauty propose une autre temporalité. Une beauté qui se construit, qui se cultive, qui se protège. Une beauté qui ne cherche plus seulement à apparaître, mais à durer. Et, à travers elle, une autre manière de se regarder, et peut-être à mieux vivre avec elle-même. C'est peut-être là, finalement, ce que raconte la K-Beauty. Today I'm 63, and I have no idea what tomorrow has in store, but one thing I know for sure is whatever happens, I'm worth it.